Sageco. Présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de l'entreprise et de l'économie en République démocratique du Congo, InfoSag avec l'émission Sageco. Le vendredi d'aujourd'hui, nous allons vraiment rester dans le pays de Lumbumba avec le professeur Nico Omeonga avec un sujet. Vous savez que l'économie se fait avec le deux pieds, pied gauche, pied droite. La partie gauche, c'est l'investissement étranger. Depuis 1972, République démocratique du Congo, qu'est-ce qui fait que l'investissement étranger ne choisit pas la République démocratique du Congo? Bonjour, prof Omeonga. Bonjour, monsieur Takizala. Vous allez bien? Très bien, merci. En tout cas, aujourd'hui, l'actualité est intense. Nous voyons que l'économie, les zones sont en train de monter. En Europe, l'inflation recule. Aux États-Unis, elle recule. En Chine, pareil, sauf dans le pays de Lumbumba, l'inflation est restée. Quand ça monte à des dollars, mais il reste toujours à des dollars, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais notre sujet d'aujourd'hui, c'est uniquement qu'est-ce qui fait que nous étions en avance 1960, 70, 80 en captant l'investissement étranger. Mais aujourd'hui, on dirait que nous ne sommes pas parmi les 10 pays du continent qui captent les grands investissements. Qu'est-ce qui fait tout ça? Merci pour la parole. Je crois, avant de commencer, je voudrais d'abord fixer l'opinion, les faire comprendre c'est quoi d'abord les investissements, avant de parler des investissements directs étrangers. Pour faire simple, investissement, c'est une décision par laquelle une personne physique, comme professeur Omeonga, morale, comme une entreprise, affecte ses propres ressources ou des fonds étrangers pour augmenter, améliorer les biens de production. Donc, l'investissement consiste à faire une dépense actuelle pour espérer qu'il y ait la production des revenus ou des recettes supplémentaires. Ça, c'est de manière simple. Mais il est aujourd'hui question de parler des investissements directs étrangers. Parler des investissements directs étrangers, ça nous ramène directement dans ce qui est d'actualité, ce qui est ce jour, la mondialisation. Et par la mondialisation, nous voyons les entreprises multinationales. On parle des investissements directs étrangers, c'est quand les multinationales décident de s'implanter dans un autre pays qui soit la leur. Et là, pour créer des filiales, c'est ce qui explique l'investissement direct étranger. C'est-à-dire, vous avez une entreprise comme Total Energy, qui est une entreprise du secteur énergétique, secteur pétrolier, qui est une entreprise d'origine française, décide d'avoir une filière dans un pays autre que la France. Quand cette opération se réalise, quand cette implantation de cette multinationale se fait dans un autre pays, on parle alors, c'est alors seulement qu'on peut parler d'investissement direct étranger. Vous l'avez si bien dit qu'au lendemain de l'indépendance, et précisément dans les années 70, nous étions parmi les pays qui captaient les gros des investissements. Mais à ce jour, quand nous regardons l'année passée, pour l'Afrique tout entière, les investissements étrangers directs s'évalueraient à 53 milliards de dollars. Mais dans les pays de Lumumba, laissez-moi vous dire que nous n'avons pu réussir à capter seulement 1,6 milliard d'investissements directs étrangers. En d'autres termes, 3% du global des investissements directs étrangers en Afrique. Mais qu'est-ce qui explique cette régression, cette baisse sensible? Et pourquoi, maintenant, il faut savoir pourquoi les étrangers peuvent venir investir dans un pays. Premier élément, il faut qu'il y ait la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'il y ait des textes qui réglementent l'investissement dans un pays. Il faut aussi la sécurité judiciaire, c'est-à-dire que quand il y a des litiges
est-ce que ces gens-là peuvent porter les contentieux auprès des cours et tribunaux habilités pour qu'ils aient gain de cause. Un autre élément, c'est le climat des affaires. Il faut que le climat des affaires soit attractif. Et qu'est-ce qui fait que le climat des affaires soit attractif? Entre autres éléments, il faut qu'il y ait la paix, la stabilité politique, la stabilité des institutions, mais aussi et surtout l'assouplissement fiscal. Parce que qu'est-ce qui peut justifier que beaucoup de pays aillent plus aujourd'hui? Ce qui est en tête des pelotons, c'est l'Égypte. Beaucoup d'investissements étrangers, en tout cas en Afrique, vont en Égypte, en Afrique du Sud, en Éthiopie et nous, parmi les 20 pays en tête en termes d'investissement étranger, nous occupons qui est la 10e place. Qu'est-ce qui fait ce phénomène-là? Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'il y a des défis qu'on n'arrive pas à relever, entre autres les défis énergétiques. D'ailleurs, je me dis, je ne sais pas si l'énergie, les courants que nous avons, soit les courants de la SNEL. C'est que dans un pays où il y a un déficit énergétique, aucun investisseur sérieux ne peut décider de venir investir, parce que s'il vient investir, donc il doit recourir à des sources énergétiques autres que la SNEL. Donc, ça va aggraver les charges d'exploitation. Et quand les charges d'exploitation sont très élevées, les produits ou les moyens qui seront produits, les biens et services qui seront produits, seront onérés parce qu'on fixe les prix de vente des biens et services que quand on a fixé les prix de production unitaire. Quand le prix de production unitaire est exonéré, donc est exagéré cher, donc le marché congolais représente quoi le marché congolais représente un marché important de plus de 120 millions de Congolais. Mais le problème aussi, il ne suffit pas seulement que vous ayez beaucoup, que la démographie soit importante, mais il faut que cette démographie ait aussi le pouvoir d'achat. Dans un pays où vous avez autant de consommateurs, mais qui n'ont pas assez de ressources, mais vous pouvez mettre les prix à n'importe quel prix, mais il n'y aura personne pour venir acheter. Donc, le problème dans notre pays, il y a ces défis-là, défis énergétiques, les défis sociaux, dans un pays où 70% de la population est dans le chômage, donc ces consommateurs-là n'ont pas le pouvoir d'achat. Les défis sécuritaires, les défis de la stabilité, vous vous rappelez dans ces pays, qu'est-ce qui fait fuir les investissements directs étrangers? C'est entre autres les pratiques prédatrices. Vous vous rappelez, on a assisté avec 72, oui. 72-113, on a assisté à ce qu'on a appelé la zarianisation, et qui était suivi par la radicalisation. Et ça ne s'est pas limité à ce niveau-là. Quand nous accédons à la démocratisation, quand nous lançons la démocratisation, il y a eu des pillages. C'est-à-dire, toutes ces pratiques est-ce que le PME, permettez, est-ce que le PME a un rôle pour capter l'investissement étranger? Naturellement, parce que les étrangers ne peuvent pas venir dans un pays où il n'y a pas d'abord, parce qu'on parle des investissements directs étrangers, c'est qu'il y a aussi des investissements nationaux. Et c'est quoi les investissements nationaux? C'est l'investissement des résidents au pays, c'est-à-dire les étrangers comme les Congolais qui sont au pays. Mais dans un pays où les PME n'existent pas, dans tous les pays du monde, les PME sont soutenus, l'économie est soutenue par les PME. Prenons même la première puissance économique européenne, l'Allemagne. Ce qui soutient l'économie allemande, ce sont des PME. Mais dans un pays où il n'y a pas de PME, et pour qu'il y ait des PME, il faut une bonne politique d'octroi de crédit. Dans un pays où il n'y a aucune banque, dans ce pays, les 20, ce que vous appelez banque, en principe, moi je qualifie ça de la communautarisation bancaire. Parce que les quelques 20 banques qui existent sont l'œuvre de communautés d'affaires étrangères. Aucune d'elles n'est congolaise. Donc, les communautés d'affaires qui arrivent ici, les Indo-Pakistanais, les Libanais, les Chinois, aujourd'hui maintenant ce sont les Kenyans, les Tanzaniens, les Camerounais, les Togolais, qui ont des affaires ici, créent maintenant ce qu'ils appellent ces structures-là, bancaires. Pourquoi? Ils ne font pas le rôle traditionnel de la banque, de collecter l'épargne locale et puis financer les ménages de l'économie. Leur rôle, c'est quoi? Ils deviennent des pipelines qui captent
tous les surplus de production réalisés par ces différentes communautés d'affaires pour rapatrier dans les pays d'origine. Conséquence, dans un pays, on dit toujours en économie, il n'y a pas d'économie sans crédit. Dans un pays comme le nôtre, j'ai tourné avec vous une émission avec l'économie marocaine. Qu'est-ce qui fait la force de l'économie marocaine, entre autres? C'est les taux directeurs. Les taux directeurs de la Banque centrale marocaine est à 2%. Comment vous expliquez cette différence de 25 à 2%? Pourquoi un pays comme la République démocratique du Congo, potentiellement, on dit potentiellement, elle est fréquentable, comme on dit, alors avec un taux directeur de 25, qu'est-ce qui fait ça? En économie, vous êtes un prof d'économie. Comment au Maroc, on voit que c'est 2%. Ici au Congo-Brazzaville, il peut tourner autour jusqu'à même 6 ou 3%. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Mais pourquoi le pays de Lumumba, 25%? Et donc, les dirigeants n'ont pas la vision, soit qu'on ne veut pas mettre des politiques publiques pour booster l'investissement. Parce que si l'investissement, si les loyers, parce que les taux là, c'est les loyers. Quand les loyers sont exorbitants, les gens se rétractent. Tu ne peux pas aller contracter un crédit pour payer avec un intérêt de plus de 25%. Et là, tout opérateur économique vise premièrement la rentabilité. Mais si déjà les loyers de l'argent, et pas seulement les loyers de l'argent, l'échéancier, les délais de remboursement très écourtés, les loyers très exorbitants, conséquence, il n'y a pas d'investissement. Parce que pour booster l'investissement, il faut baisser les taux d'intérêt. Il faut baisser, et pour baisser les taux d'intérêt, il faut baisser d'abord les taux directeurs. Parce que les banques commerciales se refinancent auprès des banques centrales, qu'on appelle la banque des banques. Mais si déjà la banque des banques fixe les taux à 25%, alors que jusqu'à peu, ces taux étaient à 12%. Mais du coup, au lendemain, on est passé du simple au prix des doubles. Est-ce que ce n'est pas l'absence de carnet de commandes aux petites et moyennes entreprises dans le territoire qui fait que le petit et moyenne entreprise ne peut pas s'exporter pour chercher à capter les investisseurs? Non, pour s'exporter, vous voyez, je vous avais même dit l'autre fois, pour s'exporter, pour aller ailleurs, il faut d'abord combler les besoins locaux. Toutes les multinationales, elles ont commencé d'abord par être des entreprises locales, nationales, régionales et un peu plus tard. Déjà, nous déplorons qu'il n'y a pas de PME pour résorber la demande du reste solvable dans les pays. Parce que aujourd'hui, je crois qu'on a tourné avec vous une émission sur l'indépendance économique. Comment une économie peut s'émanciper dès lors que tous les 4 secteurs de l'économie nationale sont entre les mains des étrangers. Qu'est-ce qui avait fait à l'époque? Nous avons capté les grandes structures, par exemple General Motors, qui n'est pas une moindre, qui était dans l'économie congolaise. Nous avons capté Unilever, ce n'est pas une petite structure. On avait Nestlé, ce n'est pas une petite structure. Il y avait des tonnes d'entreprises étrangères qui s'impliquaient dans la société congolaise des années 80. Et à l'époque, qu'est-ce qui faisait ça pour que ces entreprises, ces investissements rentrent en République démocratique du Congo? Non, déjà, il faut noter, quand nous accédons à l'indépendance, on avait 9600 industries. C'est des industries. Aujourd'hui, il n'y en a même pas 3000. 3000, là vous êtes excessif. On a à peine 400-500 industries. Déjà, c'est des investissements où c'est cette cassure, cette destruction industrielle. Donc le socle, c'était cette unité de production locale. Ça veut dire que ces industries-là... D'abord, l'économie, on l'appelle, vous êtes économiste comme moi. AICOS signifie maison. Nomos, norme. AICOS signifie aussi patrimoine. D'abord, l'économie est d'essence d'abord endogène. Ce qui vient de l'extérieur vient seulement suppléer. On ne peut pas avoir une économie qui soit entièrement comme la nôtre, une économie entièrement, exclusivement dépendante de l'extérieur. Et ça, et puis un autre élément, les investissements directs étrangers, ils sont orientés vers où? C'est toujours dans le secteur primaire, le secteur secondaire, et le secteur primaire, c'est-à-dire l'exploitation des mines. Or, quand nous exploitons nos minerais, en principe, devraient être transformés sur place. Mais tous les 60% des exportations congolaises qui vont en Chine, c'est essentiellement des exportations minières à l'état brut. Donc, il n'y a pas effet d'entraînement. Alors que si ces minerais pouvaient être exploités et transformés, ça crée une chaîne
des valeurs. Chaîne de valeur, oui. Et puis, ça va naître l'industrie qui n'existe pas parce que l'industrie congolaise n'existe pas. Si elle existe, elle a encore l'état embryonnaire. Et son impact est marginal. Et pourtant, nous avons eu l'héritage d'un tissu industriel important, mais qu'on a réussi à détruire. On a réussi à détruire par des politiques prédatrices. Je vous ai rappelé, on a parlé de la zarisation. Le mot paraît savant. C'était quoi? C'était du gangstérisme, mais le maréchal Mobutu. Le mot n'est pas fort. Il a pris. Le mot n'est pas fort, prof. Quand vous ravissez à des investisseurs étrangers leurs richesses, vous les prenez de force et vous confiez à des Congolais. Mais Zimbabwe aussi a fait ça. Hein. C'est aussi du gangstérisme chez les Zimbabwe. Non, c'est du gangstérisme, mais n'ayons pas peur de mots. Comment vous pouvez ravir à quelqu'un ce qui lui appartient des droits? Tout ce que les droits disent. Il y a expropriation pour utilité publique. Ça veut dire quoi? Si l'État considère que l'espace médiatique n'a pas assez, la RTNC n'est pas vraiment, n'a pas assez d'audimat et qu'il faut accroître l'audimat de la RTNC, et on considère que non, on va prendre une chaîne thématique de l'économie. Là, il vient négocier avec vous, il vous exproprie pour utilité publique, mais il vous rembourse l'investissement que vous avez réalisé. Mais là, ce n'était pas le cas. Le maréchal, à l'époque, il a pris ce qui appartenait aux Juifs, aux Portugais, aux Grecs, et il les a confiés à qui? À des mains inexpertes. Ce n'était même pas des opérateurs économiques congolais. Il a donné à ses clients, à ses amis politiques. On les a appelés acquéreurs à l'époque. Hein. Pour acquérir ce qu'on a payé la facture. Mais ces gens n'ont rien donné. Les mérites qu'ils avaient, c'est seulement d'être soit les frères du maréchal, soit un dignitaire du régime, soit l'ami. Et là, quand acquérir signifie acquérir, acheter. Quand on achète, c'est-à-dire il y a un échange. Ils ont acheté à l'État, non? Parce que quel État? Si l'expression était acquéreur, non, ça c'est comme aujourd'hui on parle de collage de recettes. En réalité, on fait des détournements, on parle de collage de recettes. Collage de recettes comment? Mais pourquoi même à l'époque, pourquoi ça change le vocable? Non, ça change pour cacher la réalité, la vérité. C'est-à-dire quand on fait des choses dans les noirs, quand il n'y a pas la lumière, on invente des concepts pour simple de flouer les gens. Mais en réalité, ils n'ont jamais été des acquéreurs. Concrètement, en 2024, on doit faire quoi? Parce que le tableau que vous êtes en train de peindre... En 2024, au risque de me répéter, on doit faire ceci. Je vous ai toujours dit plus d'une fois. Là, et même, je note que nous sommes pas un pays chrétien, mais nous sommes un pays... On est laïque ici. Hein. Je ne dis pas le contraire. Nous ne sommes pas un pays chrétien, nous sommes laïcs, mais quand vous évaluez le nombre de chrétiens dans notre pays, je crois que ça avoisinerait même les 80% de la population. La majorité, oui, la majorité. Mais donc, appliquons ce que la Bible dit. La Bible dit que une nation ou une famille divisée à elle-même ne peut pas subsister. Prenons le cas aujourd'hui. Les pays divisés, les pays agressés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Marquons un arrêt. Cet arrêt, pour nous retrouver comme nous sommes là, autour d'une table. Nous avons une vertu africaine. On appelle ça l'arbre à parables. À Kinshasa, les gens sont fatigués de se retourner sous table. Là, non, laissez-moi terminer. On coupe un peu le morceau de pain. Hein. Laissez-moi terminer. C'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'on se dit que non, on ne peut pas encore essayer. D'ailleurs, toutes les grandes réussites sont les résultats d'échecs. Donc, ce n'est pas parce que quand on est parti à la table ronde, on s'est partagé les gâteaux. Quand on est parti en Afrique du Sud, on s'est partagé les gâteaux. Mais qu'on va dire que non, on ne va plus se parler. Parce que si on se met autour d'une table, on va se partager les responsabilités. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ma vision. J'ai dit, on se met autour d'une table. C'est-à-dire ici, qui seront? Ce ne sera pas une affaire de politique. Ce sont les forces vives de la nation. Sous la médiation de nos pères de l'Église. Ça a toujours été eux. Hein? J'en viens. De sorte, non, ici, on ne se trouve pas autour d'une table pour se partager les pouvoirs. Et là, on fait appel à la société politique. C'est-à-dire les pouvoirs en place, l'opposition. On fait allusion à la société civile.
on fait allusion aussi à la société savante à laquelle j'appartiens. Et on se met autour d'une table et puis on marque un arrêt. On fait une sorte d'exorcisme collectif. On s'est dit que nous tous, nous avons échoué. Nous n'allons pas nous mettre en train d'indexer les uns et blanchir les autres. Et on fait un mea culpa collectif. Et maintenant, on se met. Pourquoi faire? Tous les pays, ils sont même vous avez été en France. Et la situation actuelle, quand vous la comparez à la France du 18e siècle ou du 19e siècle, peut-être nous sommes encore dans un seuil acceptable. Maintenant, on se met autour d'une table. Pourquoi? Pour redéfinir. Nous venons d'où? Nous sommes où? Où nous allons partir? Mettons un plan pluriannuel endogène. C'est-à-dire un plan qui sera le reflet de l'initiative, de l'intelligence congolaise. Et nous les mettons de sorte que tous les régimes qui vont se succéder, ils vont appliquer ces plans. Et ainsi, au lieu de continuer toujours à tourner notre regard vers l'extérieur. Et notre paradigme. Arrêtons après 64 ans d'indépendance. Nous ne pouvons pas continuer à être une économie de rente, une économie extravertie. Il faut changer la donne. Il faut qu'il y ait un nouveau paradigme. Au lieu de continuer à parler de l'extraversion de l'économie, parlons de l'introversion économique. Pourquoi nous devons toujours nous comporter ce que j'appelle la ruralité économique comme au village, continuer à accueillir les mines, accueillir les bois et on l'exporte à l'État, alors qu'il y a possibilité, je vous dis que l'économie est d'essence endogène. Donc la richesse, la véritable richesse, c'est créée à l'intérieur du pays grâce à l'effort individuel et collectif. Ça ne viendra aucun Américain, aucun Chinois ne viendrait faire le bonheur des Congolais en lieu et place des Congolais. Donc, le bonheur, le véritable bonheur des Congolais viendrait des Congolais et Congolais. Et je termine par là, aucun État au monde ne peut obtenir de l'extérieur ce qui ne sait pas se donner de l'intérieur. Alors que nous continuons chaque fois à river nos regards vers l'extérieur, attendre la main vers l'extérieur, d'où nous viendra le secours, alors que même la Bible dit que le secours ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes une merveille. Et donc nous pouvons avoir un génie congolais pour créer de l'intérieur et influencer les autres. Mais si nous continuons, comme j'ai vu les sommets Chine-Afrique, croyant que les Chinois, comme ils sont de l'Orient, se comporteraient différemment de ces Occidentaux. Non, dans les affaires, qu'ils soient Chinois, qu'ils soient Français ou Américains, d'abord et surtout sur les intérêts qui priment, les Chinois ne viendront jamais faire le bonheur des Congolais en lieu et place des Congolais. Donc, c'est à nous et à nous seuls que revient cette responsabilité pour faire changer les choses. Prof, quelle responsabilité vous donnez à l'informel? Parce que est-ce que ce n'est pas l'informel qui fait que nous ne puissions pas capter l'investissement? Non, pourquoi il y a informel? Nous ne nous attaquons pas aux effets. Attaquons-nous à la cause. Pourquoi il y a informel aujourd'hui? Heureusement que nous tournons cette émission à l'IMET. Vous savez, l'IMET industriel est comparable à la défense en France. C'est-à-dire les quartiers industriels et commerciaux. On l'appelait industriel. Mais l'informel est venu quand? C'est quand on a réussi à détruire l'IMET industriel par les pieds. Maintenant, c'est des maisons. Des maisons et même des églises. Comme je vous l'avais dit l'autre fois, si on était sérieux et lucide, on ne parlerait plus de l'IMET industriel, on parlerait de l'IMET spirituel, l'IMET chrétien. Parce que le vocable doit changer, hein, donc c'est plus industriel. Moi je pense, moi-même je suis chrétien, né de nouveau. On dira l'IMET église. Hein. Pas église, l'IMET spirituel ou l'IMET chrétien, parce que tous les entrepôts qui étaient... Ou l'IMET doctoire, parce qu'il y a beaucoup de maisons là-bas. C'est remplacé par les églises. Donc, c'est ça le problème. Donc, qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous devons faire? Et la réponse est entre nous. Pourquoi il y a informel? C'est parce qu'on a détruit le tissu économique. Et quand on a détruit le tissu économique, avec déjà, dans les années 70, il y a eu la zarianisation. Après le pillage des années 80, 13-80. L'industrie, les formels, et les formels a été totalement détruit et ça a donné la voie
à l'informel. Et bon, la responsabilité de l'informel. Oui. Non, l'informel n'a aucune responsabilité. Je voudrais que vous me posiez la responsabilité de l'État. Parce qu'aujourd'hui, si les 100% d'activité économique, 80% d'activité économique se réalisent dans l'informel. Donc, il appartient à l'État de réduire même de moitié de l'informel. Et la bonne manière de réduire l'informel passe par l'assouplissement fiscal. Pourquoi les gens vont à l'informel? C'est parce que au mieux, nous sommes dans un enfer fiscal. Au pire, dans un désert fiscal. Il faut assouplir. Aujourd'hui, tous les investisseurs, quand ils commencent une activité, c'est tous les ministères que vous connaissez, l'un après l'autre passe pour venir collecter la taxe. Mais il y a un guichet unique, non? Il y a un guichet unique. Le guichet unique est là. Le guichet unique, c'est pour l'ouverture. Mais quand vous êtes... Pour la fiscalité, il n'y a pas un guichet unique. La fiscalité, aujourd'hui, c'est du terrorisme fiscal. Alors qu'on devrait avoir une fiscalité de développement. Parce que quand vous êtes... je crois en informel, en privé, on s'est dit, trop d'impôts, tue l'impôt. Et c'est le cas. Là où l'assiette fiscale était de 100%, elle devient à 20%. Pourquoi parce que les gens vont dans l'informel. Ceux qui sont dans l'informel, ils ne paient ni impôts, ni taxes, ni redevances. Mais prof, pourquoi on parle peu de la création en République démocratique du Congo, création d'entreprises ou création d'emplois? Ces mots sont pris dans le vocable. Non, dans le vocable. D'ailleurs, vous savez, je vous ai dit qu'il faut avoir un État stratège. Oui. D'ailleurs, nous sommes pris dans un État-providence qui créerait des entreprises. Non. Aujourd'hui, l'État devient facilitateur, un régulateur. Il crée des conditions optimales d'opportunités économiques. Mais l'écosystème est là et les gens viennent se greffer, ils viennent créer. Et alors, cela passe par une bonne politique d'octroi de crédit. Il n'y a pas de banque. Vous voyez, parce qu'on ne le dit pas assez. Hier, on avait quand même des banques d'investissement. On avait Sofidé, vous vous rappelez? Parce qu'il y avait un actif. Aujourd'hui, l'actif est vers l'informel. Donc, le banque doit être alimenté par l'actif. Qui a tué les Sofidé? Ces Sofidé, c'est parce qu'on a pris, au lieu de donner de l'argent aux investisseurs, mais il y a même des dignitaires, des politiques qui pouvaient bénéficier d'une ligne de crédit de Sofidé, ils n'ont jamais remboursé. Mais même aujourd'hui, on parle de la révolution agricole. Ce régime présent nous a dit que non, cette fois-ci, le sol va prendre la revente sur les sous-sols. Mais j'attends. À quand cette bataille? Et pourquoi? Mais ça ne peut pas arriver tant qu'il n'y a pas une banque de crédit agricole. On en avait dans ce pays. Mais il y a boom immobilier aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas d'effet d'entraînement? Est-ce qu'on devrait avoir une banque aussi de crédit immobilier? Ça n'existe pas. Donc, au-delà de quelques banques commerciales du reste qui sont l'œuvre des étrangers, on devrait aussi avoir des banques congolaises et des banques spécialisées, des banques d'investissement et ainsi les gens peuvent bénéficier d'une ligne de crédit remboursable dans 5 ans, dans 10 ans, ainsi, parce que l'investissement a un caractère long-termiste. Mais tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce sont des activités spéculatives. Or, pour qu'il y ait des investissements durables, il faut bénéficier des lignes de crédit durables. Il faut que l'échéancier soit long. Et je vous ai toujours dit, on s'enrichit avec l'argent des autres. Dans n'importe quel pays, même les pays les plus développés, d'ailleurs en tête les États-Unis, c'est les pays les plus endettés du monde. On s'enrichit avec l'argent des autres. Tu ne peux pas faire un investissement sans avoir une ligne de crédit, sans avoir des partenaires financiers. Mais aujourd'hui, ces partenaires financiers n'existent pas. On ne peut pas faire des affaires sans avoir des assurances. C'est vrai, depuis 2015, on a libéralisé ces assurances, mais les assurances ne sont pas... Je vais peut-être vous scandaliser. Vous vous rappelez quand Monique vient ici, vous savez là où il avait assuré ses véhicules? Où? En Ouganda. Pourquoi? Parce qu'il a estimé, ici il n'y avait pas, à l'époque, la SONAS n'avait pas une ardoise financière pouvant assurer les véhicules de la Monisco. Donc, on ne peut pas faire les affaires sans des assurances. Le véhicule roule dans le territoire congolais. Mais ce sont les agresseurs. On va aller donner de l'argent aux agresseurs. L'Ouganda aussi est agresseur. Mais comment? Quand nous parlons de la guerre dans l'est du pays, il n'y a pas que le Rwanda. Ils l'ont condamné. Je ne vous informe pas. Ils avaient payé. Et ça, pour tout Congolais avertissez qui est Ouganda, Rwanda, Burundi, tout ça, ce sont des pays qui nous agressent. Peut-être celui qui se met en porte-à-faux, c'est les Rwandais. Mais tous ces pays-là, voisins,
Oui, mais nous agresse d'une manière ou d'une autre. Burundi est avec nous. Burundi, il n'est pas dans ces histoires-là. Lui, il dit non, c'est un voisin. Quand le fait là-bas, il faut éteindre le fait. Donc, il ne veut pas rentrer. Non, le problème, ce n'est pas seulement les verbes. Et c'est dans ces faits et gestes. Ouais. Quelqu'un peut dire que non. Est-ce que le Rwanda a déjà accepté qu'il nous agresse? Le Rwanda, il n'a jamais agressé. Il a toujours dit que non. C'est une guerre entre vous-même. L'investissement, vous voyez. Alors, quand il y a la guerre aussi détruit l'investissement. C'est vrai que l'investissement est le domaine des riscophiles. Autant l'investisseur a le goût du risque. Donc, les Congolais ne risquons pas assez. Donc, si je disais, comment les cantiers vont risquer? Il y a un seuil. Les Congolais, non. Parce que l'informel démontre qu'il y a un génie entrepreneurial. Les gens prennent les risques. Mais le problème, c'est qu'on peut prendre les risques. Mais là où il y a crépitement d'armes, même si on est courageux, on est doté de bravoure, on s'arrête à un moment. Parce que là où ça crépite à tout moment, aucun investisseur sérieux ne peut venir engloutir son argent. Au contraire, peut-être il va se livrer dans des activités spéculatives. C'est le cas aujourd'hui. Toutes les activités que ANAPI répertorie chaque année, il n'y a pas des investissements vraiment sérieux, durables. Mais les quelques investissements qu'on peut retrouver, c'est dans les mines. Les tirs qui sont venus ici avec quoi, on appelle quoi, centre financier de Kinshasa, c'est aussi un investissement sérieux, prof, quand même. Il y a des investissements. Quel est son impact? Parce que l'investissement, il faut le juger par rapport à son impact économique et social. Les tirs, est-ce que vous, les tirs que maintenant, il veut faire l'aéroport international. Moi, je m'attendais à ce que vous dites que tel Congolais a fait. Vous parlez toujours. Vous voyez que nous sommes toujours. Mais nous parlons d'investissement étranger, non? Nous parlons d'investissement étranger. Non, l'investissement étranger doit être supplétif. Oui. Je vous ai dit que l'investissement, ce sont d'abord les investissements nationaux. Oui. L'économie est d'essence endogène. Elle doit se créer de l'intérieur du pays. La croissance économique, comme le développement, sont des données fondamentalement endogènes. Ça doit être l'œuvre des Congolais. On monte des véhicules à Kinshasa, c'est aussi un investissement étranger qui est ici. Vous savez qu'en ce moment, Transco se procure sur une entreprise qui est ici à Kinshasa. Vous le savez, non, prof? Ça aussi, ça doit commencer quelque part. Non, moi, si on monte, pourquoi jusqu'ici nous avons toujours un sérieux problème de mobilité oui, ils ont commencé avec les gros autocars. Maintenant ils s'adaptent. Il y a des petits autocars comme type Sprinter qui est monté maintenant à Kinshasa. Vous voyez que ça commence à revenir, prof. Quand même, voilà. C'est bien beau qui se limite pas seulement au montage. Quand vous parlez de montage, mais les Marocains ils diront quoi? Ah mais oui, mais ils ont commencé quelque part. Je crois que peut-être cet écosystème va commencer à évoluer. Donc on a pris du retard. Oui. Et même si on est enfant comme les Belges nous ont qualifiés, c'est scandaleux. Ils ont dit quoi? Non, c'est la colonisation la plus abjecte parce qu'ils nous considéraient comme des enfants. Ils ont dit quoi? Ils nous ont considérés comme des enfants et ils continuent à les considérer jusqu'à ce jour. C'est comme ça, il y a des concepts comme scandale géologique. Est-ce que vous trouvez ça c'est révoltant. Et même les professeurs d'université se mettent, nous sommes un scandale géologique. Ah, donc ce concept-là, ça ne tient pas la route. Ça tient pas la route. Mais à quoi Dieu qui nous a créé dit que non, je vous crée pour être prospère. Mais quelqu'un qui n'est même pas prospère, il a qui est le potentiel, vous dites que non, c'est un scandale. Est-ce que nous sommes les seuls pays qui a des... On devait dire quoi à la place? La merveille géologique. C'est la merveille. Donc merveille géologique. On ne peut pas parler de scandale. À quoi le potentiel ou les richesses peuvent être un scandale? Les scandales. Oui, mais il y en a en abondance. Il y en a en abondance. Quand c'est en abondance, on dit c'est scandale. C'est scandaleux. C'est pas scandaleux. Ça, on considère que non. Comment ces sous-hommes peuvent avoir autant de potentialité? Le mot est fort, prof. C'est ça. C'est très, très fort. Avec nous ne sommes pas les seuls pays à avoir des ressources minières. Non, on a évolué. Est-ce que dans les logiciels des colons, est-ce qu'ils ont intégré, ils ont reprogrammé pour considérer que nous sommes traités d'égal à égal? Mais pour qui reprogramme, qu'est-ce qui doit se passer? Et il faut que nous-mêmes, Papa Wemba, des restes mémoire, a dit que Bako matériel au Congo, Sogoyomoko, au Fukami. Tant que nous nous courbons toujours, tant que nous considérons que non, les salis viendraient de l'extérieur. Et c'est pourquoi ils continuent toujours à nous tirer par les bouts. Le Maroc a fait des mariages avec les Américains, le Français, tout ça, ainsi de suite. Vous-même, vous le dites d'égal à égal. Partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire, je n'ai rien. Je ne dis pas qu'on le fasse comme la Chine à un moment a vécu en autarcie, en vase clos. Non. On a des rapports, mais des rapports d'égal à égal.
Mais pourquoi dans ces pays on continue toujours, même tout récemment, les contrats léonais, les contrats sino-congolais là, il y a quelques années. Mais ils viennent de revoir, non? D'abord, quand on a la signé, rocade de Kinshasa, quand on a signé ces contrats, oui. avant qu'on révisite ces contrats, c'était un contrat léonais. C'était un contrat léonais. Léonais. Oh. Mais quand on nous a dit que non, vous nous donnez vos minéraux à hauteur de 6 milliards. Vous me laissez terminer. Oui, je vous laisse. Oui, je vous laisse. À hauteur de 6 milliards de dollars. Oui. Et à contrepartie, nous vous donnons des infrastructures. Oui. Vous savez combien de routes ont été construites par les Chinois? Boulevard Lumbumba a été élargi. Boulevard du Moi, 30 juin. Mais écoutez d'abord, mais c'est ce que je vous dis. Les boulevards là existent depuis longtemps. Ce n'est pas. Mais ils ont élargi. Les 6 milliards là, c'est pas pour élargir le boulevard. Il y a quelques actions. Et mais pourquoi vous parlez qu'on a révisé ce contrat? Si ils ont appliqué ce qui a été convenu. Oui. Et pourquoi vous dites que non? Maintenant, on a réouvert. Donc c'était un contrat léonais. C'était un contrat léonais. Toujours avec ces contrats, je vous informe qu'en ce moment, 60 km sera bâti dans la ville de Kinshasa. Vous êtes un et pays ça commence là-bas. Ça va. Non. Je crois le temps est venu. De Kinshasa. Le temps est venu qu'on arrête toujours à parler. On va. Nous allons. Non. Faisons maintenant. Mais ça, c'est en train de se réaliser, prof. Ça fait longtemps que d'être ce pays, si tout dépendait seulement des discours, des verbes, ce pays serait déjà un paradis. Vous président de la République, aujourd'hui en 2024, vous allez commencer par quoi pour séduire l'investissement étranger en République du Congo? Parce que, voilà, professeur Omeonga, le président de la République démocratique du Congo. Commencer. Réduire le ministre, faire quoi en fait? D'ailleurs, ça aussi, moi j'ai toujours combattu ça. Pourquoi c'est taille éléphantesque dans un pays en guerre? Le pays a 26 provinces, il faut que chaque province soit représentée au gouvernement. C'est pas ça le problème. Quand vous prenez les pays comme la France, qui a presque la même démographie que nous, qui a un niveau de développement plus élevé, il a combien de ministres? Non, le problème, ce n'est pas en termes de nombre. Ce gouvernement-là de Michel Barnier, 38 ministres parce que c'est une coalition. Mais pourquoi vous savez, nous sommes un pays à ministres. Parce que vous ne voyez que les ministres nationaux. Si vous mettez aussi les ministres provinciaux, nous avons au moins plus de 300 ministres dans un pays en guerre. Est-ce que vous trouvez ça normal? 300 ministres. Mais chaque province a 10 ministres. Ça, vous ne savez pas. 260 sur 26 donc. Ouais. Quand vous ajoutez 54, ça fait combien? Et ils sont payés. 314 ministres dans un pays en guerre. Vous trouvez ça normal? Et chaque ministre avait son cabinet. Oui, parce que chaque province, c'est la décentralisation qui fait ça. Qui vous dit Qui vous dit que non, si on est à 26 provinces, on doit avoir 300 ministres? Mais les partis politiques qui sont là, chaque parti doit se retrouver. Quand on veut gouverner, on n'a pas forcément... Ce pays n'appartient pas seulement aux partis politiques. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce pays n'appartient pas aux partis politiques. Le peuple donne pouvoir aux politiques, non? C'est qu'on nomme là. Non, mais vous voulez ouvrir la boîte de Pandore. Est-ce que les élections telles qu'elles sont déroulées, est-ce que vous avez du crédit à ces gens-là? Non, mais le peuple a voté, le peuple a voté. On dit les élections libres et transparentes. Moi, j'étais au bureau de vote là. Plus de la moitié, j'ai dit la grande majorité des députés qui sont au Parlement. Ne le sont pas parce qu'ils ont été votés. Ce sont des jeux de passe-passe. Ce sont des combinards qui ont été nommés. Les institutions. Non, n'ouvrez pas, je crois, les débats est purement économique. Si vous voulez bien, invitez-moi un autre jour pour discuter de la crédibilité des institutions politiques et surtout des institutions délibérantes. On va faire ce genre de débat. Alors que, j'espère ici, on va regarder parce que la Cour constitutionnelle a validé tout le monde qui a été élu. Donc ça signifie que ces gens-là, les élections sont passées. Vous savez, voilà. Je suis économiste. Je suis aussi master en droit. Donc, il ne faut pas confondre la légalité et la légitimité. Ce que la Cour a fait, il n'est pas dit que c'est légal, c'est aussi légitime. C'est une question éminemment politique. Il n'y a pas que la loi qui peut régler cette question. Prof, vous étiez au Parlement. Vous étiez au Parlement. Sur la question parce que vous étiez au Parlement, sur la question de l'investissement en République démocratique du Congo, lorsque vous étiez là-bas, quel était le pourcentage qui était réservé pour l'investissement dans le territoire, dans le budget, la loi de finances? Vous êtes économiste. Non, je vais au risque de vous scandaliser. Ne parlons pas des choses d'il y a 5 ans, 10 ans. Parlons tous les
les budgets qui sont votés depuis 2018 à ce jour. Quelle est la part réservée? Parce que quand on parle des dépenses, parce que les budgets, c'est un tableau prévisionnel des recettes à mobiliser et des dépenses à effectuer. Mais les gros des moyens, on les dit, mais vous m'avez promis que vous allez inviter les responsables, Mouteba, qui est chargé de l'ODED. Il a accepté, Il vous dira, lundi, les gros des moyens, va le recevoir, le responsable les gros des moyens sont orientés aux dépenses politiques. Très peu aux dépenses d'investissement. Or, je vous ai toujours dit, un parent qui consacre les gros de ses moyens à la consommation, c'est un parent qui est condamné à la pauvreté, qui met en péril son avenir. C'est le cas. Nous, les gros de nos moyens, plus de 60% des ressources qui sont mobilisées, c'est pour entretenir les institutions politiques. C'est ainsi que vous remarquerez, chaque fois qu'il y a reddition des comptes, dans quel secteur nous avons le dépassement budgétaire? 1. La présidence. 2. La primature. 3. Ministère des Finances, ministère du Budget, Assemblée nationale et Sénat. Vous voyez? Ce sont ces institutions-là qui sont gourmandes. Alors qu'on devrait en principe orienter le gros de nos moyens dans les dépenses de production, les dépenses d'investissement. Ici, l'investissement, c'est un concept qui n'a aucune importance aux yeux des dirigeants. Et c'est pourquoi nous avons cessé d'être un pays pauvre, nous sommes devenus un pays sous-pauvre. Pourquoi? Parce qu'on investit. Parce que quand on investit, on crée des richesses supplémentaires, on crée des emplois et la nation s'enrichit. Parce que quand on crée des emplois, ceux qui travaillent, ils gagnent, mais ils rétrocèdent un peu à l'État. Nous atterrissons quand déjà, nous investissons, nous créons des richesses supplémentaires et le PIB va s'améliorer et le secteur informel va se réduire sensiblement. Tant que le secteur informel sera de 80%, notre PIB, notre richesse nationale sera toujours autour de 70 milliards. C'est ridicule. Dans un pays continent comme le nôtre, on devrait en principe avoir des PIB de richesses créés autour de 300 milliards de dollars. Ce n'est pas le cas parce que les gros de nos richesses sont dans l'informel. Donc, il faut changer la donne. Et pour bien changer la donne, améliorons le climat des affaires et surtout, abaissons l'imposition. Il faut que nous ayons une fiscalité de développement. Arrêtons avec le terrorisme fiscal qui a commencé depuis 70 à ce jour. Nous vous remercions pour résolu cette question. Nous vous remercions pour avoir respecté et honoré la chaîne économique de la ville de Kinshasa et de l'espace francophone InfoSAG pour cette invitation d'aujourd'hui. Merci. Et puis nous remercions aussi l'équipe technique qui était derrière le machine et le caméra. Et sans oublier les francophones qui nous suivent à travers la toile, y compris tous les Africains qui partagent cette langue commune, même les Congolais dans tous les 26 provinces. Quant à moi, la prochaine numéro de Sageko, prof, à la prochaine occasion. Merci encore une fois de m'honorer, de m'accorder cette tribune pour être en phase avec la population congolaise et leur communiquer ce qui va. J'aime les investissements, privilégions d'abord les investissements nationaux. Les investissements directs étrangers ne seront que supplétifs parce que la richesse d'une nation se crée par ses autochtones, par ses habitants, par ses résidents. Merci. Likez, partagez. Sageko. Présenté par Mathieu Takizala.